Coralie claqua la porte de la maison familiale avec une violence qui fit trembler les murs anciens de la villa andalouse. « Tu n'es qu'une nulle ? Une rêveuse qui ne fera jamais rien de sa vie » hurla sa mère depuis le salon, les mots tranchant comme des lames invisibles. Et dans l'instant qui suivit, sous le soleil implacable de Séville, Coralie sentit son cœur se briser en mille éclats. Mais au lieu de pleurer, elle serra les poings et murmura pour elle-même, « Un jour, je remplirai les scènes que vous méprisez. » La jeune femme de 23 ans errait maintenant dans les ruelles étroites de la capitale andalouse, son sac à dos rempli de partitions froissées et de rêves inachevés. Séville, avec ses orangers parfumés et ses patios ombragés, semblait si vivante, si pleine de promesses. Pourtant pour Coralie, c'était un décor de faux-semblants. Ses parents, des bourgeois conservateurs issus d'une lignée de commerçants prospères, n'avaient jamais compris sa passion pour le théâtre. Pour eux, l'art n'était qu'une frivolité, un chemin vers l'échec. Et pire encore, ils ignoraient tout de son secret le plus intime, son amour pour les femmes, ce feu intérieur qui la consumait depuis l'adolescence. Coralie avait grandi dans l'ombre de ses attentes familiales oppressantes. Son père, un homme austère aux moustaches grisonnantes, passait ses journées à gérer l'entreprise familiale d'import-export d'huile d'olive, tandis que sa mère, une femme élégante mais rigide, organisait des dîners mondains où l'on parlait affaires et mariages arrangés. « Tu devrais trouver un bon mari, comme ta sœur », lui répétait-il sans cesse. Mais Coralie n'avait que faire de ses conventions. À l'université de Séville, où elle étudiait les lettres, elle avait découvert le monde du théâtre underground, ces petites troupes qui jouaient dans des caves humides ou des places publiques, loin des regards officiels. C'est là qu'elle avait rencontré Lucie, une Française expatriée de 26 ans, venue en Espagne pour enseigner la littérature à l'Alliance française. Lucie, avec ses cheveux noirs coupés courts et ses yeux marrons pétillants d'intelligence, incarnait tout ce que Coralie admirait, la liberté, la passion, l'audace. Leur première rencontre avait eu lieu lors d'une répétition d'une pièce de Lorca, La maison de Bernarda Alba, où Lucie jouait le rôle d'une servante rebelle. Coralie, timide au début, avait été captivée par sa voix chaude et son accent parisien qui roulait les airs comme une caresse. « Tu as du talent, Coralie », lui avait dit Lucie après la répétition, en lui tendant une cigarette sous les arcades de la Plaza de España. « Mais tu te caches derrière tes doutes. Laisse-toi aller. » Ces mots avaient allumé une étincelle en elle. Bientôt, leur discussion sur la poésie de Baudelaire et les films de Truffaut s'était transformée en promenade nocturne le long du Guadalquivir, où les lumières de la ville se reflétaient dans l'eau comme des étoiles tombées. Leur premier baiser avait été un moment de pure magie, sous un ciel étoilé lors d'une fête de la feria de avril. Coralie, vêtue d'une robe flamenco rouge vif, avait senti les lèvres de Lucie sur les siennes, douces et insistantes, effaçant pour un instant tous les jugements du monde. « Je t'aime », avait murmuré Lucie en français, et Coralie avait répondu dans un mélange de langues, le cœur battant. Mais cet amour naissant était fragile, menacé par les ombres du passé et les pressions familiales. De retour à la réalité, Coralie décida de quitter Séville pour Madrid, la capitale bouillonnante où les opportunités théâtrales pullulaient. Elle prit un train de nuit, laissant derrière elle une note laconique pour ses parents, « Je pars chercher ma voix. Ne me cherchez pas. » À Madrid, elle trouva un petit appartement dans le quartier de Malazana, un havre de bohème rempli d'artistes et de marginaux. Lucie la rejoignit bientôt, abandonnant son poste d'enseignement pour la suivre dans cette aventure. Les premiers mois furent un tourbillon d'émotions.
Elles auditionnaient ensemble pour des rôles mineurs. Vivaient de petits jobs serveuses pour Coralie. Traductrices pour Lucie et passaient leur nuit à écrire des scènes originales. Imprégnées de leur amour. Leur relation s'approfondit. Faite de tendres caresses et de débats passionnés sur l'identité et la société. En France, on n'est plus libre, disait Lucie. Mais ici, en Espagne, il y a cette ferveur, cette passion qui manque à Paris. Pourtant, les conflits émergèrent. Coralie, hantée par les mots de ses parents, doutait constamment de son talent. Et s'ils avaient raison? Si je n'étais qu'une nulle, confiait-elle à Lucie lors d'une nuit d'insomnie. Lucie la serrait dans ses bras, lui murmurant des mots d'encouragement. « Tu es une étoile, ma chérie. Laisse-moi t'aider à briller. » Mais au fond d'elle, Lucie cachait ses propres démons, un passé amoureux tumultueux en France, où une ex-compagne l'avait trahi, la laissant méfiante envers l'engagement total. Un jour, une opportunité se présenta, une troupe madrilène montait une pièce originale sur l'amour interdit. Inspirée des années franquistes, où deux femmes défiaient les normes sociales. Coralie décrocha le rôle principal, une jeune rebelle amoureuse d'une étrangère. Lucie, quant à elle, fut choisie pour le rôle de la confidente. Mais au fil des répétitions, une tension naquit. Le metteur en scène, un homme charismatique nommé Ravière, s'intéressa de près à Coralie, flattant son ego fragile. « Tu as un feu en toi, Coralie, » lui dit-il un soir après une répétition. « Mais tu as besoin de quelqu'un qui te pousse vraiment. » Coralie, flattée, commença à passer plus de temps avec lui, ignorant les regards jaloux de Lucie. Ce qui commença comme des discussions artistiques se transforma en une ambiguïté dangereuse. Ravière, hétérosexuel assumé, voyait en elle une muse. Mais pour Coralie, c'était une façon de prouver sa valeur, de se détacher de son passé. Lucie, sentant la distance grandir, confronta Coralie. « Qu'est-ce qui se passe entre toi et Ravière ?» Coralie, sur la défensive, répondit « Rien. C'est juste du travail. » « Tu es paranoïaque. » Mais au fond, elle savait que quelque chose clochait. La trahison couvait. Non pas physique, mais émotionnelle, comme un poison lent. À mesure que la première approchait, les répétitions devinrent intenses. Coralie excellait sur scène, canalisant ses doutes en une performance puissante. Lucie, blessée, se replia sur elle-même, rappelant ses propres blessures passées. Une nuit, après une dispute violente, Lucie lança « Si tu continues comme ça, tu vas tout perdre, y compris moi. » Coralie, seule dans l'appartement vide, pleura pour la première fois depuis son départ de Séville. Elle réalisa que son ambition risquait de détruire ce qu'elle avait de plus précieux, l'amour de Lucie. Mais le destin en décida autrement. Le lendemain, Ravière avoua ses sentiments à Coralie, la pressant d'abandonner Lucie pour une vie normale. Horrifiée, Coralie le repoussa. Mais l'incident sema le doute dans l'esprit de Lucie, qui apprit la vérité par une indiscrétion. La trahison éclata comme un orage. Lucie, le cœur brisé, décida de rentrer en France. « Je ne peux pas rester et te voir te détruire ?» dit-elle en faisant ses valises. Coralie, à genoux, supplia « Ne me quitte pas. Tu es tout pour moi. » Mais Lucie partit, laissant un vide abyssal. Dévastée,
Coralie se jeta corps et âme dans la pièce. La première fut un triomphe modeste. Mais pour elle, c'était une victoire amère. Les applaudissements résonnaient. Mais sans Lucie, ils sonnaient creux. Elle rentra seule, se demandant si ses parents avaient raison. Était-elle vraiment nulle? Pourtant, un appel inattendu changea tout. Un producteur parisien, en visite à Madrid, avait vu la pièce et voulait l'adapter pour la France. Vous avez un talent rare, mademoiselle. Venez à Paris. Coralie hésita, mais accepta. Peut-être que là-bas, elle pourrait reconquérir Lucie. À Paris, la ville des Lumières, Coralie atterrit sous une pluie fine qui lavait les rues pavées. Elle n'avait pas revu Lucie depuis 3 mois. Depuis cette nuit fatidique à Madrid où les mots avaient volé comme des poignards. Mais en marchant vers l'appartement que le producteur lui avait loué dans le Marais, elle se promit de réparer ses erreurs. Je ne suis pas nulle, se répétait-elle comme un mantra. Je suis capable d'aimer et de briller. Le quartier du Marais, avec ses cafés bohèmes et ses galeries d'art, lui rappelait Lucie. C'est ici que sa bien-aimée avait grandi. Dans une famille libérale qui encourageait les passions. Coralie contacta Lucie dès son arrivée, laissant un message vocal tremblant, « Je suis à Paris. J'ai besoin de te voir. Pardon pour tout. » La réponse vint le lendemain, un texto laconique. Rendez-vous au café de Flore. 18h. Leurs retrouvailles furent un mélange d'émotions explosives. Lucie, plus belle que jamais dans un manteau noir élégant, s'assit en face d'elle, les yeux emplis de reproches. « Pourquoi es-tu venue? Pour me briser le cœur à nouveau, demanda-t-elle d'une voix cassée. Coralie, les larmes aux yeux, raconta tout, le rejet de Ravière, le succès de la pièce, son voyage pour une nouvelle production. J'ai compris que sans toi, rien n'a de sens. J'ai trahi ta confiance. Mais je t'aime plus que tout. Lucie écouta, le cœur serré. Elle avoua ses propres peurs, mon ex m'a trahi avec un homme. Et j'ai vu les mêmes signes chez toi. J'ai eu peur. Elles parlèrent des heures, déversant leurs âmes sous les regards indifférents des Parisiens. À la fin, Lucie posa sa main sur celle de Coralie, essayons à nouveau. Mais lentement. Ce fut le début d'une renaissance. La nouvelle pièce, une adaptation modernisée de leur histoire, avec des éléments de romance lesbienne et de rébellion contre les normes familiales, commença les répétitions au Théâtre du Soleil. Coralie, dans le rôle principal, infusa son personnage de sa propre douleur et de son amour pour Lucie, qui accepta un rôle secondaire. Leur chimie sur scène était électrique, reflétant leur relation réelle. Mais les ombres du passé ressurgirent. Les parents de Coralie, apprenant son succès par un article dans un journal espagnol, décidèrent de venir à Paris pour la ramener à la raison. Ils arrivèrent sans prévenir, débarquant à l'appartement un soir pluvieux. « Qu'est-ce que c'est que cette vie de bohème ?» tonna son père, les yeux fixés sur Lucie avec dégoût. Sa mère, plus subtile, ajouta, « Tu nous fais honte. Reviens à Séville. Trouve un vrai travail. Un mari. » Coralie, tremblante, défendit son choix, « Je suis heureuse ici. Avec Lucie. » Le mot « lesbienne » plana dans l'air comme une bombe. Son père explosa, « C'est une abomination. Tu n'es qu'une nulle qui se perd dans des illusions. » Lucie, protectrice, intervint, « Coralie est talentueuse et aimante. Vous ne la connaissez pas.
La dispute escalada, culminant en une menace: si tu continues, nous te déshéritons. Blessée mais résolue, Coralie les mit à la porte. Cette confrontation raviva ses doutes. Mais Lucie la soutint: ils ne définissent pas qui tu es. Nous allons leur prouver le contraire. Ensemble, elles travaillèrent d'arrache-pied sur la pièce, transformant la douleur en art. Les répétitions devinrent un catharsis, où Coralie explorait les thèmes de l'identité, de la trahison et de la rédemption. Au fil des semaines, leur amour s'approfondit. Des promenades le long de la Seine, des dîners aux chandelles dans des bistrots cachés, des nuits passionnées où leurs corps se fondaient en une harmonie parfaite. Tu es ma muse, ma vie, murmurait Coralie à Lucie, qui répondait par des baisers tendres. Mais une nouvelle trahison menaça, une actrice rivale, jalouse du rôle de Coralie, répandit des rumeurs sur leur relation, espérant la discréditer. Le metteur en scène, influençable, hésita: cela pourrait nuire à la production. Coralie, furieuse, confronta la rivale: mon amour n'est pas un scandale. C'est ma force. Lucie, à ses côtés, ajouta: si elle part, je pars aussi. Le metteur en scène céda, et la pièce gagna en authenticité. À mesure que la première approchait, la tension monta. Coralie reçut une lettre de ses parents: nous viendrons voir ta pièce. Prouve-nous que nous avons tort. Terrifiée, elle se confia à Lucie: et si je les déçois encore? Lucie la serra fort: tu ne les décevras pas. Tu vas les éblouir. La nuit de la première arriva. Le théâtre du Soleil bondé de critiques, d'artistes et de curieux. Coralie, sur scène, livra une performance magistrale, incarnant une femme luttant contre l'oppression familiale et sociétale, tombant amoureuse d'une autre femme, un rôle miroir de sa vie. Lucie, à ses côtés, brillait d'une lumière complice. Les scènes d'amour étaient si intenses, si vraies, que le public retint son souffle. À la fin, un tonnerre d'applaudissements. Standing ovation. Parmi la foule, les parents de Coralie, assis au premier rang, restèrent figés. Son père, les yeux humides, murmura à sa mère: peut-être avions-nous tort. Après le spectacle, ils approchèrent Coralie backstage. Nous sommes fiers de toi, dit sa mère, la voix tremblante. Son père ajouta: pardonne-nous. Ta scène, elle est remplie de vie. Coralie, émue, les embrassa. Lucie, discrète, sourit. Ce fut un moment de réconciliation. Pas parfaite, mais humaine. La pièce devint un succès. Tournée en Europe, portant un message de tolérance et d'amour. Pourtant, le destin réserva une dernière épreuve. Lucie, lors d'une tournée à Barcelone, reçut une offre pour enseigner à New York. C'est une opportunité, mais je ne veux pas te quitter, dit-elle à Coralie. Ensemble, elles décidèrent: Coralie l'accompagnerait, adaptant la pièce pour Broadway. Leur amour, forgé dans le feu des conflits, était plus fort que jamais. De retour en Espagne pour une représentation spéciale à Madrid, Coralie et Lucie affrontèrent les fantômes du passé. La ville, avec ses plazas animés et ses tapas-bars bruyants, évoquait leur début tumultueux. Mais maintenant, elles étaient unies. Leur relation un phare dans la tempête.
Nous avons surmonté tant de choses, murmura Coralie en serrant la main de Lucie sous la lune madrilène. La pièce, rebaptisée « L'amour rebelle », attirait les foules. Les critiques louaient son authenticité, son exploration des thèmes LGBT dans un contexte espagnol post-franquiste, teinté d'influences françaises. Coralie, acclamée comme une étoile montante, recevait des offres de films et de séries. Mais le succès n'effaçait pas les cicatrices. Ses parents, bien que réconciliés, gardaient une distance prudente, acceptant Lucie comme une amie proche, sans oser nommer leur relation. Lors d'une interview pour un magazine parisien, Coralie parla ouvertement, « Mon amour pour Lucie m'a sauvée. C'est une histoire de résilience contre les jugements familiaux et sociétaux. » Lucie, en coulisses, sourit fièrement. Leur vie quotidienne était un mélange de routine et de passion, matinées paresseuses dans leur appartement parisien, après-midi de répétition, soirée de lecture poétique. Pourtant, une nouvelle crise surgit. Une ex de Lucie, une femme nommée Émilie, réapparut lors d'une tournée à Lyon. Émilie, élégante et manipulatrice, contacta Lucie, « J'ai changé. Donne-moi une chance. » Lucie, fidèle, refusa. Mais Émilie persista, envoyant des messages insinuant que Coralie n'était qu'une phase. Coralie, découvrant les textos, sentit la jalousie la ronger. « Est-ce que tu regrettes ?» La dispute éclata dans leur hôtel. « Comment oses-tu douter de moi ?» cria Lucie. Coralie, en larmes, « J'ai peur de te perdre à nouveau. » Cette vulnérabilité les rapprocha. Elles passèrent la nuit à se confier, renforçant leur lien. « Nous sommes plus fortes ensemble », conclut Lucie. De retour à Paris, elles décidèrent d'officialiser leur union lors d'une cérémonie intime au jardin du Luxembourg. Amis, collègues et même les parents de Coralie assistèrent. Son père, maladroit, offrit un toast à l'amour, quel qu'il soit. Ce fut un moment personnel, symbolisant leur victoire sur les préjugés. La pièce évolua, intégrant des éléments autobiographiques plus profonds. Une scène de trahison, inspirée de l'incident avec Ravière, devint le climax émotionnel. Sur scène, Coralie et Lucie incarnaient leur rôle avec une intensité qui touchait le public. Une critique écrivit, « C'est plus qu'une pièce, c'est un cri du cœur pour l'acceptation. » Mais le destin testa leur résilience une fois de plus. Lors d'une représentation à Séville, la ville natale de Coralie, une manifestation conservatrice protesta dehors, brandissant des pancartes contre l'agenda LGBT. À l'intérieur, la tension était palpable. Coralie, nerveuse, monta sur scène, canalisant sa peur en force. La performance fut magistrale, transformant les huées extérieures en applaudissements intérieurs. Après le spectacle, un jeune spectateur approcha Coralie, « Votre histoire m'a donné le courage d'assumer qui je suis. » Émue, elle réalisa l'impact humaniste de leur art. Lucie, à ses côtés, murmura, « Voilà pourquoi nous le faisons. » Les mois suivants furent un tourbillon de succès. La pièce fut adaptée en film, avec Coralie et Lucie comme consultantes. Leur relation, publique maintenant, inspira d'autres couples. Mais au milieu de la gloire, Coralie reçut une nouvelle dévastatrice, son père était malade. Un cancer diagnostiqué tardivement. Elle rentra à Séville, Lucie à ses côtés. À l'hôpital, son père, affaibli,
Confia, j'ai été dur avec toi. J'avais peur pour toi. Mais tu as rempli ces scènes. Avec tant de vie. Coralie. Pardonnant? Répondit, je t'aime. Papa. Sa mère. En larmes. Embrassa Lucie, merci d'être là pour elle. La maladie rapprocha la famille. Coralie annula des dates pour être présente. Lucie la soutenant inlassablement. Nous affrontons ça ensemble, disait-elle. Le père de Coralie, dans ces derniers mois, apprit à connaître Lucie, partageant des histoires d'enfance. Ce fut une rédemption tardive, humaine dans sa imperfection. Après le décès, Coralie traversa un deuil profond. Lucie l'aida à guérir, les emmenant en retraite dans les Pyrénées, où elles marchèrent dans les montagnes, parlant de l'avenir. Nous construirons quelque chose de durable, promit Coralie. De retour au théâtre, elle dédia une performance à son père. Le public, ému, ovationna. Ce fut un tournant, Coralie comprit que le succès n'était pas seulement personnel, mais un message pour les autres. Avec le temps, Coralie et Lucie fondèrent leur propre troupe théâtrale à Paris, spécialisée dans les histoires LGBT avec une touche humaniste. Leur première production originale, Étoile brisée, racontait l'histoire d'une femme rejetée par sa famille qui trouve l'amour et la rédemption sur scène. Inspirée de leur vie, elle toucha des milliers de spectateurs. Les années passèrent, marquées par des hauts et des bas. Elles adoptèrent une petite fille, Sofia, d'un orphelinat espagnol, élevant une famille non conventionnelle. Tu seras libre de choisir ton chemin, disait-elle à Sofia, évitant les erreurs de leurs propres parents. Coralie, maintenant à la trentaine, regardait en arrière avec gratitude. Les mots « nuls » de ses parents n'étaient plus que des échos lointains, remplacés par les applaudissements et l'amour de Lucie. Leur relation, forgée dans le feu des conflits, des trahisons et des réconciliations, était un témoignage de résilience. Un soir, lors d'une représentation anniversaire à Madrid, Coralie monta sur scène pour une scène finale émouvante. Lucie, dans le rôle de sa compagne, l'embrassa sous les projecteurs. Un baiser chargé d'années d'amour. Le public, debout, applaudit frénétiquement. Parmi eux, la mère de Coralie, veuve maintenant, pleurait de fierté. Après le rideau, Coralie et Lucie se promenèrent dans les jardins du Retiro. Nous avons rempli ces scènes, ensemble, dit Coralie. Lucie répondit, et nos cœurs aussi. Leur histoire, kitschée de drame et de romance, se terminait non pas en tragédie, mais en une victoire humaine, l'amour triomphant des préjugés, la passion surmontant les doutes. Coralie n'était plus la fille, nulle, elle était une femme accomplie, aimée et inspirante. Dans les années qui suivirent, leur troupe voyagea, portant leur message à travers l'Europe. Sofia grandit en une jeune fille curieuse, assistant aux répétitions et rêvant de son propre avenir. Coralie et Lucie, main dans la main, regardaient l'horizon avec espoir. Un jour, recevant un prix pour leur contribution à l'art LGBT, Coralie déclara « L'amour n'a pas de frontières, ni de genre. Il est humain. Tout simplement. » Lucie, à ses côtés, sourit. Leur lien éternel. Ainsi se clôturait leur saga. Un mélange de kitsch, d'émotion et de profondeur,
prouvant que même les cœurs brisés peuvent guérir et briller.